Eh bien, salut à tous en ce lundi 26 avril, je vais dire février, 2021 et nous nous retrouvons dans ce rendez-vous, on peut dire déjà culte, qui est donc, Neos News et sans plus tarder, nous allons partir donc sur nos chroniqueurs présents, au pour cette édition d'aujourd'hui. Donc il est toujours en direct de Tokyo. On me dit qu'il, pratique le saut de la foi depuis déjà une semaine dans les rues de la capitale, japonaise. C'est Arnaud! Et salut à tous, salut Misto, salut Super Rob. Comment ça va Arnaud? Bah écoute, ça va très très bien. Et aujourd'hui, comme tu l'as si bien introduit, on va faire une petite chronique Ça bosse, et je ça dirais bosse. même rétrospective de la célèbre saga Assassin's Creed. Ouais, OK, très bien. Bah, on a hâte en tout cas, d'en apprendre un peu plus sur cette, licence phare d'Ubisoft et on va tout de suite enchaîner du coup sur notre deuxième chroniqueur, toujours lui aussi en direct de Montréal. Cette semaine, il a chaussé ses petits crampons pour nous faire une rétrospective et un point news surtout sur, ce qui est de la Super League. C'est Robin! Salut à tous, bonsoir à tous, bonsoir Visto, bonsoir Arnaud, j'espère que ça va bien. Et du coup, oui, cette semaine, on va parler un peu de sport, vu que du coup notre ami Lunar n'est point là. C'est vrai, J'ai décidé de récupérer du coup la session sport parce que il y a pas mal de choses à dire et que ça peut être intéressant de faire un petit point justement sur la situation sportive du moment. très bien. Comment ça va depuis la semaine dernière? On t'a pas demandé, mais le jour de week-end s'est bien passé? Eh bien, le week-end s'est très bien passé, il fait très bon à Montréal. Je ne pratique pas le saut de l'ange, comme vous voyez sur tous les bâtiments derrière moi, comme le ferait contrairement Arnaud. Heu comme vous pouvez le voir plus en bas du coup de mon petit écran, on y voit un petit terrain de foot et j'y ai passé du coup mon week-end à, Oh! faire des tacles, Des glissés tacles, qui n'ont pas assassins! réussi. Exactement, des tacles assassins. Oh Parfaitement, là c'est là, mais ce exactement serait ça. pas incroyable? Parce qu'en fait, toutes nos chroniques vont tourner plus ou moins autour d'Assassin's Creed, en fait, c'est incroyable, Exactement. c'est juste incroyable. Bah, du coup, on va enchaîner, tout de suite avec une petite série de news, jeux vidéo. Voilà, une petite rétrospective de la semaine dernière. Donc on va commencer avec des news autour de My Hero Academia, The Strongest Hero. Je sais qu'en plus, autour du plateau, on est plutôt assez assidus, pour, My Hero Academia. Donc c'est un jeu développé, par Xengian Studio et édité par A+ Japon, qui est donc prévu pour le 19 mai prochain sur iOS et Android. Il sera donc free to play et ce sera sur le principe d'un RPG, action RPG, dans un univers 3D, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc ça sera un système d'équipe euh, composé de trois héros. Donc pour l'instant, dans le cast, on peut noter qu'il y aura Midoriya, Todoroki, Bakugo, Uraraka, Ida, Kirishima, Kaminari et Asui. Mais bon, les autres persos seront rajoutés au fur et à mesure des mises à jour. Ce seront des quêtes seules ou avec d'autres joueurs, donc en coop. On ne sait pas encore s'il y aura du PVP ou des choses comme ça. Mais je pense qu'au fur et à mesure des matchs, ils rajouteront des petits features bien sympathiques connus de ce genre de jeu. Donc on enchaîne avec une petite news qui m'a fait bien plaisir la semaine dernière. Des news de Battlefield 6 qui se confirment. Et ce n'est pas, ils ne reviennent pas avec une news, mais avec deux news, et notamment deux projets. Un projet pour console et PC, et un projet pour le mobile. Donc voilà, on sait que la tendance, c'est quand même, commence à se faire sur mobile, donc ils surfent clairement sur la vague. Donc pour ce qui est du premier PC, enfin le premier projet, pardon, code supérieur à Battlefield, je suis pas d'accord. On va se régler dans les commentaires, un peu plus tard, mais pour compléter du coup cette, news enfin le 1er projet, ce sera le retour de la guerre totale et ça a été annoncé comme quoi c'était la plus grande équipe de dev qui va travailler sur, ce prochain Battlefield. Ils veulent concevoir un univers et une expérience inoubliables et ils l'annoncent, plus tard, cette année, donc en 2021, donc ça va arriver très, très prochainement. Ils veulent, annoncer surtout ils le vendent surtout comme, le décor
va changer au cours de la game et ça va vraiment influer, sur la game. Un peu comme on aurait pu voir dans Battlefield 4 et par exemple, Opération, Flood Zone où genre au fur et à mesure le barrage explosait et les eaux prenaient le dessus pour avoir des batailles un peu plus navales et cetera. Donc on pourra sûrement retrouver quelque chose dans cet esprit. Donc là, le jeu rentre dans ses phases de test et de peaufinage, pour assez équilibrer les armes et cetera. Et les rumeurs, annonceraient une révélation courant mai. Mais moi, je vous le balance comme ça, petite, inside, Neos News. Je pense que ça sera plutôt présenté, à l'E3, je pense, j'ai un petit coup de flair là-dessus. Je pense que pendant l'E3, on aura des petites news, de ce prochain Battlefield. Et pour le deuxième projet, donc le Battlefield mobile, qui est prévu donc pour 2022, ce coup-ci et c'est édité par Industrial Toys et ce sera une expérience totalement indépendante de celle de consoles et PC. Parce que du coup, ils veulent adapter l'expérience Battlefield au mobile et pour pouvoir en fait y jouer, n'importe où et pouvoir l'emmener partout. Il rentre, actuellement dans ses phases de test, donc pour une sortie, courant 2022. Et comme on l'avait annoncé, on va tout de suite enchaîner sur des petites news, Assassin's Creed, parce qu'il y a eu pas mal de choses, la semaine dernière. Donc Assassin's Creed Valhalla surtout, qu'on rappelle qui est sorti le 10 novembre 2020 et qui propose donc, pour la semaine dernière en l'occurrence, un planning de différentes mises à jour et différentes sorties qui va s'écouler jusqu'à fin du printemps. Donc avec le 27 avril, donc qui est demain, avec une mage, 1.2.1 qui va donc, permettre de préparer la première extension de Valhalla et qui introduit également des différents, corrections de bugs comme, l'ajout de poissons. Voilà, en Angleterre, ils vont rajouter des poissons, voilà, pour la pêche, avait des petits problèmes au niveau des poissons, qu'il n'y en avait pas assez et cetera. Et ils ont également corrigé 2 quêtes qui faisaient très, polémique, sur le fait qu'elles étaient assez buggées et qui revenaient de manière assez récurrente. Donc voilà et le plus important de ce planning, c'est le 13 mai, donc qui a été le premier DLC payant, La colère des druides, qui était initialement prévu le 29 avril, mais qui a été donc, repoussé, le 13 mai prochain. On apprend pour ce qu'on en sait déjà, ce sera donc, sur, un culte druidique se faisant appeler les Children of Danu, les enfants de Dana en français, hein, Mano, RPZ et ils ajoutent également des nouvelles armes et des nouvelles compétences qu'on pourra découvrir donc le 13 mai prochain. Et fin du printemps, du coup, un nouveau patch pour continuer les bugs et cetera et surtout de nouveaux défis de maîtrise qui seront là, pour le coup, gratuits. Et on continue les news avec Assassin's Creed avec un gros morceau parce que la semaine dernière, Ubisoft a annoncé Assassin's Creed Stories. Donc ça a été annoncé le 22 avril pour être exact et ça va permettre en fait d'étendre l'univers d'Assassin's Creed, d'étoffer un peu les formats parce qu'ils veulent en fait se lancer, vraiment, sur des projets plus, libraires, et cetera. Avec, dans un premier temps Assassin's Creed Fragment qui est donc 3 auteurs pour 3 époques et pour, une trilogie entière. Donc le premier volume est déjà disponible et se déroule donc au Japon au 19e siècle. La seconde en Écosse au 13e siècle et le troisième n'a pas encore de date non plus, en France au 17e siècle. Hem, pour ce qui est du prochain projet, c'est donc un roman, Assassin's Creed The Mindstorm, qui sera également une trilogie et là, ce sera la suite directe de l'héroïne de Assassin's Creed Chronicle et qui était donc un spin-off, de Assassin's Creed et qui va permettre de se former. L'aventure se formera auprès de Ezio Auditore. Et le premier volume est déjà disponible, le deuxième sortira courant 2021. Ensuite, on continue avec une bande dessinée pour ce coup-là, avec une bande dessinée donc sur Assassin's Creed Valhalla. Et là, on va suivre un jeune assassin et d'un moine chrétien qui se lance dans une quête qui mènera dans les mystères de l'Écosse et qui sera sorti
prévu en 2021. Tadat. Nouveau encore, nouveau projet, encore un peu plus varié ce coup-ci parce que c'est sur le principe des Monsieur Madame. On a tous lu Monsieur Madame quand on était, jeunes et là ils ont décidé de le mettre à la sauce Assassin's Creed avec un premier Monsieur Madame, donc ce sera Cassandra, voilà, qui va être l'histoire de Cassandra à Athènes, pourquoi pas. Il y aura aussi Eivor en Angleterre et également Ezio et son ami Léonard de Vinci. Voilà, comme quoi il y en aura pour tous les âges et c'est sorti prévu pour le 19 mai. Hop, Assassin's Creed Dynasty. Là, encore un manga, tiens, comme il l'avait déjà fait auparavant. Mais là, ce sera l'histoire d'un assassin qui tente de sauver la dynastie Tang d'une guerre civile. Voilà, le premier tome est déjà disponible depuis le 1er avril et d'autres tomes seront à venir. Et là, comme quoi ils veulent vraiment toucher tous les univers et le plus large public possible, ils vont faire un manhwa. Donc Assassin's Creed Valhalla Blood Brothers. Donc, ce sera une aventure épique qui attend deux frères vikings qui vont se dérouler donc dans l'univers de Valhalla et qui pourront exploiter l'univers d'Eivor. Et ça sera disponible courant 2021. Et pour finir, je pense que certains voulaient une suite, et bien ils vont l'avoir, mais sous le format Webtoon. C'est la suite directe de Assassin's Creed Black Flag, et ça sera réalisé du coup sur Webtoon en digital. Et c'est pas n'importe qui va s'en occuper, c'est quand même le studio coréen Red Ice, celui qui a fait, pour ne citer que lui, Solo Leveling. Et on arrive donc au terme de cette Assassin's Creed Story. Et je sais pas ce que vous en pensez en plateau ou même dans le chat, mais je pense que c'est une bonne idée de faire ce système de créer des suites au jeu, mais sous un format un peu différent que Ubisoft a l'habitude de faire en fait, pour éviter de faire en fait des jeux à l'appel et des suites qui ne se terminent pas. Là, ils ont préféré faire un système de livres pour pouvoir étendre leur univers et continuer leur histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, ouais, moi sur le principe, je trouve ça pas trop mal. Après, le défaut de faire ça, c'est tu perds un peu le public, cible à la base. Hmm, C'est-à-dire que, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas de joueurs, qui ont fait, Black Flag par exemple, qui sont pas forcément, au courant ou qui sont forcément intéressés par le nouveau format. Après, ça permet de ouais. diversifier et d'un Après, c'est pour côté avoir tu la penses suite de l'histoire, tu vois? Genre si ouais t'as vraiment exactement, kiffé, mais tu d'un envie de côté je connaître un peu la suite, tu vois? d'un côté je pense que tu peux perdre un peu les joueurs aguerris, mais tu peux gagner, tu peux toucher on va dire un autre public, voilà via les Mmh. manhwas ou mangas, ça c'est fortement possible et peut-être donner envie du coup de faire les jeux aussi. Je pense qu'un peu plus compliqué de capter, l'inverse, mais après tout en vrai tout est possible. Des gens peuvent aussi s'intéresser parce qu'ils ont bien aimé l'histoire, du 4, mais bon, à Après voir. oui, après tu vois, tu peux peut-être, tomber par hasard sur Assassin's Creed, Black Flag et dire: «Ah je connais pas et tout» et ensuite faire le jeu parce que vu que ce sera la suite directe, je pense qu'il y aura des éléments que si t'as pas fait le jeu, tu comprendras pas. Du coup ça te Ouais, poussera ouais, peut-être, mais le problème c'est que ça date un petit peu, le On a 4. reçu ouais, un on a reçu un commentaire qui nous dit: «Ça fait un peu marketing poussé à fond pour l'argent» ouais, mais clairement, et moi c'est l'argent, c'est mais là où je rejoins, du coup notre ami un élucidateur, c'est que on va pas se mentir, hein, mais les poches d'Ubisoft, elles font gling gling, hein, quoi, genre avec tout ce que vous venez de nous annoncer. Alors Ah ouais, mais c'est le certes, principe, il y a hein, des aussi. patchs, non mais le principe, je suis complètement d'accord que, il faut faire de l'argent et que de toute façon, c'est comme ça que tu fais vivre ton entreprise. Je pars quand même aussi du principe que, bon, enfin, tu as des trucs où, fallait y réfléchir avant, en fait, avant d'essayer de trouver, comme tu le dis, un autre moyen de potentiellement capter un autre public ou de capter le public avec lequel tu as commencé, tel ou tel jeu, de le finaliser à un autre moyen. Donc en fait, c'est simple, c'est soit en fait, ils ont poussé le vice trop loin, ce qui pour moi est arrivé parce que pour moi, l'Assassin's Creed, je les ai lâchés quand même depuis un sacré bout de temps mmh. maintenant. Parce qu'en fait, bah ouais, ça devenait une licence Call of. Ça devenait une licence où tu payes tous les ans pour en avoir un nouveau, quoi.
mais en fait, les histoires étaient les mêmes. Tu des gens, les Templiers, blabla et tout, mais un coup tu en Égypte, un coup tu en Mésopotamie, un coup tu étais, un coup enfin, en Ouais, Angleterre, aux ils ont États-Unis. varié Et le les problème, en époques fait, et c'est les, que ça fait trop au bout d'un moment. mmh. Il y a un moment où ça fait trop. Et en fait, c'est là où je pense qu'ils perdent pas mal le public, c'est qu'il y a un moment, en fait, où regardez, il y a eu 3 opus sur Ezio Auditore, quoique il y en a eu 4. Enfin, genre, ça a été une réussite phénoménale. Tout le monde a kiffé, en fait, Mmh. Ezio. Et T'inquiète pas, Ils on ont va y venir à tout ça dans la non, chronique. mais ce que je veux dire, du coup, c'est que c'est là où c'est dommage. C'est que, certes, on va avoir plus de précision en continuant à regarder Neo News tout de suite sur votre télé actuellement, mais enfin, moi, pour le coup, je préfère, rester entre guillemets sur un même personnage, quitte à ce qu'il évolue comme ce qu'on a pu voir avec Ezio Mmh. et tous ces trucs-là. Donc après, c'est ça aussi le truc, c'est que c'est bien, mais qu'on nous dit en plus, du coup, Anne dit déjà, faites des jeux finis et après vous ferez des mangas, plus même. On a Jin qui nous dit: «Bah, c'est le principe du jeu, non? Ah, sinon le concept meurt» et Anne qui nous dit: «Après, il faut peut-être arrêter de faire d'autres licences». Donc pour répondre très rapidement aux questions, de nos chers viewers, moi je suis du même avis qu'Anne Elucidator, c'est-à-dire que en fait pour moi un jeu, tu fais pas u enfin tu changes pas l'univers comme ça du jour au lendemain sans avoir plus approfondi que ça, sachant que auparavant tu as créé tout un univers, tout un écosystème justement d'assassins où le Assassin's Creed 1 en fait te prépare à tout ce qui va être justement une série de jeux, d'assassinat basés sur une histoire. Le personnage principal, du 1 en fait était très bien, il y avait pas besoin de faire plus parce que le jeu était assez long et très bien. Ils nous ont fait la série ensuite avec Ezio, où Ezio c'était l'histoire, du jeune prodige italien où justement dans le 3 je crois, dans Assassin's Creed entre guillemets, donc le troisième opus, mais qui est le Assassin's Creed, 2, je me rappelle plus exactement du nom, c'est pas Brotherhood, c'est celui d'avant. On découvre un jeune Italien, Ezio, qui, devient assassin, via justement toutes ces histoires-là. On retrouve des personnages emblématiques, Léonard de Vinci, tous ces trucs-là et tout. Et ils ont fait 3 ou 4 opus dessus. Soit c'était très bien. Le troisième c'était Connor, donc un petit indien, assassin, blabla et tout, on se rappelle de la machette, je me rappelle plus du nom là. Et Tomahawk. voilà le tomahawk et puis après on nous a refourgué mais enfin 50 scénarios sur différents Assassin's Creed. Moi je pense que c'est pas intéressant et c'est là où je suis pas forcément d'accord, c'est que c'est pas le principe du jeu. Pour moi le principe en fait c'est de faire des histoires, qui se suivent et qui se ressemblent quoi et qui vont bien ensemble. Ouais, mais du coup, justement, pour éviter ça, là, ils ont préféré sortir des livres pour éviter de faire trop de jeux, Après, ils font un univers étendu, quoi. ouais. Tout simplement, Non mais l'univers comme ce qu'il y a étendu eu c'est avec les licences telles que Star Wars, tout ça, ils essayent d'étendre à fond. ouais mais c'est Après, pas pareil, tu peux ap- pas bah, enfin non, mais je dis pas que c'est Après, c'est quand pareil, mais même riche. je dis que voilà, ils essayent d'enrichir au maximum et de toucher d'autres publics justement via autre chose que les jeux qui maintenant font quand même globalement débat, même s'ils sont revenus sur quelque chose, bon, on va en parler plus tard, mais bah, pour moi, on a beaucoup perdu le fil conducteur en fait, de Mmh. Assassin's Creed et on se retrouve en fait avec des Mais en vrai, c'est heu, peut-être ce qui va se passer aussi là, parce que entre il y a des BD, des romans, des mangas, des manhwas, le système de Monsieur Madame. Enfin, c'est pareil, ça fait pas trop de formats aussi pour juste étendre leur univers? Parce que ça bah, commence à faire un peu beaucoup. faut voir justement bah, comment ils gèrent la chose en fait. Ça dépend d'eux en fait, de comment ça va être. ouais, mais en fait, à force de prévoir trop de trucs, moi je pars du principe qu'ils vont encore plus se perdre en justement en faisant encore plus de produits dérivés, en faisant Ils vont encore nous faire une plus de cyberpunk là. ceci, plus de cela. Alors non, on souhaite pas une cyberpunk, mais moi je pars du principe en fait que tu joues la carte d'un truc, tu la joues à fond. Genre, par exemple, Black Flag, qui a été sûrement la dernière grosse réussite d'Assassin's Creed, ils auraient dû la pousser encore plus. Mmh. Parce que tu as plein d'histoires à faire autour de pirates.
et même l'histoire, le fil conducteur de base, en fait, il s'est perdu le jour où, à la fin de Brotherhood, je crois, en fait, on a, fait, il y a eu l'histoire avec, Mais ça le t'inquiète, on va en reparler. enfin voilà et Oui, donc oui, du on va coup, rentrer plus dans les détails. bon, on continuera le débat de toute façon juste après vu qu'on reste Oui, sur oui. sur la Bon, même bah, du coup, Là, on va clôturer cette première partie de news et on va tout de suite enchaîner avec Arnaud qui va nous apprendre un peu plus sur la saga Assassin's Creed dans sa globalité. et oui, 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 moi je vais vous parler un petit peu d'Assassin's Creed. En général, la saga, hein, parce que c'est quand même une saga, même si maintenant elle fait énormément débat, on est bien d'accord. Elle a quand même été une des plus grosses sagas, et elle est toujours une des plus grosses sagas du jeu vidéo, je pense, hein, avec tous les produits qu'elle a sortis. Donc déjà, Assassin's Creed, replaçons un petit peu les bases. C'est un jeu d'action-aventure, hein, en mode ouvert, d'infiltration aussi, développé par Ubisoft. Et on va dire que tous les titres majeurs ont plutôt été développés par Ubisoft Montréal, même pour être plus précis. Il faut savoir que le premier jeu Assassin's Creed est sorti en 2017, donc le tout premier, et que le tout dernier actuellement, donc Valhalla, qui est sorti en 2020. Donc ça fait quand même grosse plage, une grosse, un gros planning de sortie, genre depuis 2007. Donc ça fait à peu près 13 ans du coup qu'il y a des jeux qui sortent, même si ça pas, il y a eu des petites pauses, etc. Mais ça a été on va dire, un développement soutenu de jeu et qui leur a desservi de temps en temps. Donc combien il y a de jeux au total? On va voir ça un petit peu avec, la frise, donc avec la photo de jeu. Donc on a au total, on va dire ici j'ai mis les jeux principaux, même s'il y en a d'autres autour, qui sont pas très importants, mais au total on en a 16. Bon, il manque, juste Valhalla, mais on l'imagine facilement dans la case noire, en bas à droite. On va découper ça en je dirais, moi je l'ai découpé personnellement en 3 arcs majeurs, sans compter, donc les 3 Chronicles qui sont aussi des un peu spin-off, mais qui restent quand même, des jeux qu'on peut mettre dans la lignée principale. Donc les 3 arcs majeurs, ça va être tout d'abord, l'arc Desmond. On va avoir du coup les 4 premiers jeux, même les 5 premiers jeux de la frise. Donc Assassin's Creed 1, le 2, Brotherhood Révélation et Assassin's Creed 3. Donc ça va être le premier gros arc, on va dire narratif avec un fil rouge. Ensuite, on va avoir un moment un peu plus, qui va perdre un peu son fil rouge, son histoire principale, qui va plus approfondir, l'histoire que nous retranscrit les jeux, donc pas le fil rouge principal, mais bien l'histoire, à l'intérieur de l'animus. Et du coup, donc ça va regrouper Assassin's Creed 4, le Unity et le Syndicate, donc ces 3 jeux-là. Et on a aussi, 2 petits jeux qui sont sortis donc dans ces eaux-là, qui sont sortis, donc Libération qui est en même temps que Assassin's Creed, 4 à peu près, à 1 an de différence et qui était sur, console portable, et le Rogue qui était le dernier jeu sorti, dernier jeu Assassin's Creed sorti sur, les consoles, PlayStation 3 par exemple et Xbox, qui est lui a décidé de prendre un autre parti, on en reviendra un petit peu plus tard. Et après il y a les 3 Chronicles qui sont eux des jeux en 2,5D. Donc c'est une 2D mais avec vraiment, du volume et des formes, et donc des jeux de plateforme et d'action. Mais beaucoup moins de c'est pas un open world quoi, c'est vraiment, linéaire. Et c'est une trilogie que je mettrai à part parce que déjà je l'ai pas faite, donc je pourrais pas trop en parler, mais qui a sûrement plaire à certains fans. Et ensuite le troisième arc qui est le plus récent, qui va donc, regrouper Origin, Odyssey et Valhalla, donc les 3 derniers sortis en date et qui officiellement en conclut bien un arc, l'arc de Leila Hassan, personnage principal. Donc, on va revenir sur tous ces arcs, et le premier on va mettre en lumière, c'est l'arc de Desmond Miles. Donc on va montrer sa petite tête, notre très cher ami Desmond Miles, qui va être le protagoniste donc du coup des 5 premiers jeux. 5 ouais, premiers jeux. Et donc déjà, de quoi ça parle en fait Assassin's Creed concrètement? Parce que on sait que c'est une guerre incessante. Donc concrètement, c'est une guerre incessante entre les Templiers et les Assassins, qui sont 2 factions, 2 sectes, on peut dire même 2 sectes. Et ces 2 sectes-là vont se faire la guerre. Les Templiers, c'est des gens qui vont plus chercher à être, dominants et qui vont promouvoir le contrôle. Ils vont essayer d'avoir un contrôle de masse sur la population et de se dire que s'ils contrôlent la population, il ne pourra rien arriver, c'est vraiment créer une espèce de méritocratie, je sais pas si c'est le bon terme, mais de gens qui contrôlent toute la population. Et les assassins, au contraire, c'est plus du côté du peuple et plus du côté de «la liberté» entre guillemets. Eux, ils veulent libérer le peuple et ils veulent, vraiment, laisser le libre arbitre et pas être contrôlés par des gens. Donc ils vont se faire la guerre incessante. Mais il faut savoir que c'est une guerre donc qui s'est fait à travers les âges, et que dans Assassin's Creed, donc à partir du premier er d'Assassin's Creed 1, on va en fait
enlever ce Desmond Miles, qui est donc quelqu'un, un protagoniste contemporain, des années 2007, du coup, à l'époque du premier jeu. Bouh. Et une fois qu'il va se faire enlever, on va l'amener dans une machine qu'on appelle l'Animus, qui en fait permet à toute personne dans cette machine de revivre les événements que ses ancêtres ont vécus. Et il faut savoir que Desmond Miles, du coup, fait partie en tout cas, fait partie d'une grande lignée d'assassins. Et les gens qui l'ont enlevé, qui est une compagnie moderne du nom d'Abstergo, est en fait la représentation des Templiers dans notre monde présent. Et pourquoi il a été enlevé et pourquoi ils veulent l'utiliser, ils vont lui faire revivre en fait donc l'histoire de ses ancêtres pour essayer de trouver des artefacts assez mystiques. Donc au début, on n'en a pas trop d'informations sur d'où viennent ces artefacts, qui permettraient du coup au but ultime des Templiers et du coup d'Abstergo, c'est de, entre guillemets, ça fait un peu cliché, mais contrôler le monde, contrôler les gens et d'avoir un contrôle absolu et total sur le monde entier. Donc ça va être la quête principale. Donc on va suivre tout au long de ces 5 jeux, Desmond Miles qui va donc d'abord enlevé par Abstergo, qui va se faire ensuite libérer par Lucy qui était une infiltrée dans Abstergo, qui va l'amener aussi à revivre du coup après le premier opus qui était donc Altaïr, le protagoniste, qui va le 1er ancêtre qu'on va suivre. Le Ensuite on va frère. à Altaïr qui est bon, moi pour donner mon avis vite fait sur le premier, je vais pas faire tous les jeux mais vraiment, parce que c'est vraiment le premier de la série donc je pense que c'est important. C'était un jeu qui était quand même assez novateur, mais qui se basait sur un système de chasse à l'homme. Donc on était vraiment donc c'est le principe aussi d'un assassin, mais c'était un système assez répétitif où à chaque fois on devait chasser et tuer un ennemi. On avait une série si tu veux, d'étapes qui se répétaient, toujours les mêmes et à chaque fois, bon, juste on tuait une personne différente. Ensuite, on a la plus célèbre, saga, enfin trilogie, dans la série des Assassin's Creed, c'est la saga de Ezio Auditore da Firenze, qui est, je pense, vraiment les jeux qui ont fait exploser la licence aux yeux du monde, plus que le premier, même si le 1er était assez novateur. Et donc ces 3 jeux-là, donc Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation, qui on va suivre Ezio Auditore, qui va chercher donc la pomme d'Éden, qui est un artefact très mystique et très puissant. Et donc tout, le tracé de ces 3 opus, c'est vraiment l'objectif, c'est de retrouver cette pomme d'Éden dans le présent et de savoir où est-ce qu'elle a été placée. Parce qu'on sait que le dernier détenteur, du coup, c'était, Ezio Auditore. Et ce qui va vraiment changer, je trouve, par rapport au premier opus et ce qui va, je pense, permettre vraiment, l'exposition au grand public, c'est que on va vraiment suivre un scénario vraiment un peu plus complexe et on va suivre, une quête on va avoir un personnage assez jeune au début et on va le suivre vraiment tout au long de sa vie et ça, c'est vraiment intéressant. Comme l'avait dit Robin tout à l'heure dans le débat, on va vraiment suivre le personnage tout au long de sa vie. On va suivre au tout début quand il va avoir, une espèce de vendetta, on va dire, parce que sa famille va être tuée par des, parce qu'au tout début du jeu, sa famille va être tuée par des Templiers et donc il va avoir vraiment une vendetta contre eux. Et au fur et à mesure, tu vas voir qu'il va vraiment se reconnaître dans le credo des assassins et faire évoluer au-delà juste après d'être un membre à part entière des assassins, il va faire évoluer le credo et va faire surtout grandir, en Italie, l'influence qu'a les assassins. Et donc, Assassin's Creed 2, Brotherhood, Révélation, je vais pas trop rentrer dans les détails, sinon je pourrais y passer vraiment des heures. Mais bon, l'idée c'est que vraiment ça va faire exploser, la série et qu'on va adorer. Moi, je me souviens très bien, ce que je kiffais, et je pense que beaucoup de gens ont kiffé également, c'est que on suivait non seulement les histoires donc en Italie, mais on suivait un fil rouge, une trame principale et elle était assez intéressante parce que tous les complots qu'il y avait autour des Templiers et des Assassins dans le présent, avec Desmond Miles, on voulait voir où ça allait mener. Et petit à petit, ça nous semait quelques graines pour comprendre un peu le monde parce que c'est pas juste une guerre entre assassins et templiers, on se rendait compte qu'il y avait d'autres constantes dans ce monde. Et notamment, l'histoire de ces artefacts. Qu'est-ce qu'ils faisaient là dans ce monde? Pourquoi? On en apprend petit à petit. Bon, je vais pas trop spoiler, mais je vais juste donner quand même, quelques indications. Donc si vraiment vous voulez zéro spoil, quittez, mais je vais rester très, très vague quand même. Mais on va apprendre qu'il y a une certaine civilisation avancée qui existait avant donc l'humanité telle qu'on la connaît et qui aurait disséminé ces artefacts dans le monde. Et on va comprendre que cette guerre finalement dépasse un petit peu les humains. Et moi, c'est vraiment dans ça que j'ai vraiment adoré parce que ça a essayé de donner une explication à tout un petit peu, tout ce que l'histoire biblique qu'on a reçue, nous, voilà, même des religions en général. Ça a essayé de donner une explication entre guillemets «rationnelle» avec, et même donc grecque et cetera. C'est surtout puisé dans la mythologie grecque et moi, je trouve ça assez intéressant à ce niveau-là. Et du coup, on arrive après à Assassin's Creed 3, où je vais pas évidemment pas spoiler, ça met juste fin à l'arc Desmond Miles, une bonne fois pour toutes. Et j'avoue que ça a choqué plus d'une personne, dont moi y compris. Pourquoi s'arrêter là? Alors que vraiment, pour moi, le scénario était assez intéressant.
Et je vais vous donner un petit insight Neos, c'est que moi, Ouh! après, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui avait travaillé, chez Ubisoft et qui avait travaillé sur les Assassin's Creed après le numéro 3. Et il m'avait raconté, je lui avais posé la question, bah, pourquoi, arrêter si brusquement le fil rouge, l'histoire de Desmond Miles, alors que voilà, on était sur une histoire, moi je trouvais assez intéressante. Et l'histoire et les réponses étaient, on va dire, assez bêtes, hein, mais réelles. C'est que tout simplement les scénaristes ne savaient plus où aller avec l'histoire. Ils se sont perdus eux-mêmes dans leur scénario et ça, je trouve assez dommage en fait. C'est que, on avait quelque chose de très prometteur et je pense qu'on en reparlera plus tard dans le débat et cetera, mais ils auraient pu s'arrêter à faire plutôt et peut-être changer de licence et je vais continuer à expliciter ça au fur et à mesure parce qu'avec, les jeux récents, ça montre d'autant plus qu'ils auraient pu tenter une autre licence, mais bref. Donc du coup, Assassin's Creed 3, on arrête Desmond, on met fin, le scénario est trop compliqué, on passe à ce qu'on appelle un peu l'entre-deux, c'est-à-dire que ce sera pas un arc majeur, il y aura pas d'arc vraiment qu'on peut dessiner, mais les personnages, donc il y aura plus vraiment d'histoire présente, ce sera vraiment un petit prétexte sur les prochains jeux. Donc les prochains jeux qui vont être Assassin's Creed 4 Black Flag, Unity et Syndicate. Et c'est un peu là où je pense que, Ubisoft s'est perdu, parce que déjà ils ont arrêté d'avancer dans le scénario, dit du présent. Ils ont seulement peaufiné des histoires où donc on avait des personnages qui allaient dans l'animus, qui retournaient dans le temps, qui vivaient voilà donc selon le temps où ils étaient. Donc le 4 c'était de la piraterie, mais on était assez loin, heu, du comportement des assassins, du credo des assassins. C'était vraiment on suit un pirate de A à Z qui a juste volé une tenue d'assassin concrètement et c'est qu'à la fin qu'ils font un plus ou moins le lien, mais on commence à s'éloigner un petit peu de la formule assassin. Ensuite Unity déjà qui a eu énormément de problèmes au lancement, énormément de bugs. Les gens, vraiment, je crois que c'est le jeu un des Assassin's Creed les plus buggés à la sortie honnêtement et moi je pense que la césure elle a commencé pour moi à partir de ce moment-là parce que le 4 était tout de même très qualitatif, hein. On avait toute une nouvelle mécanique autour des bateaux qui était vraiment intéressante et on avait vraiment un open world assez intéressant, hein. On était libre avec notre bateau d'aller d'île en île, de ville en ville, qui était vraiment plaisant et il y avait une customisation cool et l'histoire restait globalement cool. À partir de Unity, on sent que ça s'essouffle, on sent que ils savaient plus trop aller. Ils ont essayé de refaire un petit peu moi, c'est toujours le constat que j'ai fait avec Unity, c'est que le personnage principal, donc Arnaud de Dorian dans cet opus, je l'ai trouvé très, très proche de Ezio Auditore et assez proche du coup de Assassin's Creed 2, du deuxième du nom, où en fait, on a un jeune très impulsif qui, vraiment leur caractère est vraiment très similaire et à la différence où avec Ezio, on avait 2 autres jeux qui le montrait plus mature et qui le faisait évoluer. Là, on a un personnage très immature, très similaire, très, très proche. La Révolution française qui est quand même qui était quand même bien exploitée, l'univers qui est toujours propre. Mais en termes d'histoire, on est très proche aussi d'une histoire de vendetta. Et là, ça s'essouffle beaucoup, je trouve. Ils avaient quand même essayé de rajouter des petites composantes, mini composantes RPG, d'avoir même un mode coop de mémoire qui était bon, un petit plus, mais sans plus et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y avait effectivement un mode multijoueur aussi présent il me semble dans Brotherhood et Révélation, mais qui a marché, pas énormément et qui sont très vite arrêtés. Du coup, ça s'essouffle. Ils sortent Rogue, qui est, donc celui d'après Assassin's Creed Rogue, qui essaye de prendre le contre-pied, donc qui part d'un postulat où c'est un assassin, mais qui en fait est dégoûté par, les assassins et qui décide de rejoindre les Templiers, qui a eu son petit heure de gloire, qui a pas été non plus une grosse révolution, mais qui a eu au moins pour idée originale de nous mettre du côté des Templiers et pas juste des assassins, pas juste faire le côté manichéen où les assassins c'est les gentils, les Templiers pardon, c'est les méchants qui essayent de contrôler. Ensuite, on a bon la trilogie, j'en parlerai pas parce que je sais pas la trilogie des Chronicles. Ensuite, on arrive à Syndicate. Syndicate, du coup, dans cet entre-deux, pareil, où on n'a pas de fil rouge. On a, petite nouveauté, 2 personnages jouables, un homme et une femme. C'était la première fois dans la série, donc c'était quand même notable. L'histoire qui restait quand même cool et le Londres, donc pour cet opus, c'était dans le Londres, victorien, qui est toujours bien retranscrit, hein, mais encore une fois, la formule s'essouffle et on sent quelque chose. Et c'est à partir de là qu'Ubisoft va arrêter de nous faire un jeu tous les ans, parce que juste là, c'était un jeu tous les ans. Elle va se remettre un peu en question, elle va se dire: «Bon, là, on a fait beaucoup, beaucoup de jeux et la qualité, et même juste l'usure, hein, les joueurs en avaient marre de voir toujours la même formule. Ça commence à être assez pesant» et ils se sont dit: «Bon, on va prendre 2 ans cette fois-ci, ils vont prendre 2 ans pour créer un peu reboot la formule»
et c'est là pour moi que, on pourra en parler après dans le débat, mais je trouve que on va perdre bon, on va dire qu'il y a Assassin's Creed Origins qui essaye de renouer, mais je pense que globalement dans cette trilogie, cette prochaine trilogie, on va perdre, en grande partie vraiment le côté assassin, templier, je trouve, hein. Là peut-être qui trouvera et moi je trouve et peut-être que ça aurait été valu le coup d'arrêter ou de faire un dernier opus pour clore et de partir sur une licence qui se focus pas forcément sur les assassins et les templiers. Mais donc du coup, parler de cette trilogie, on va suivre un nouveau caractère, un nouveau personnage, du nom de Leila Hassan, qui va être du coup une chercheuse, une archéologue, qui de base était une archéologue pour, Abstergo, donc la grosse entreprise, des, heu, des templiers, mais qui au fur et à mesure, va, pouvoir revivre la vie donc dans le premier opus Origin de Bayek qui est en fait qui va, nous donner les clés pour comprendre comment, le credo des assassins s'est formé. Et c'est via ça, en fait, qu'elle-même, sa pensée va un peu changer et qu'elle va se rendre compte que travailler pour Abstergo, c'est peut-être pas le meilleur choix et c'est via cet épisode qu'après elle va être on va lui proposer de travailler pour les assassins. Mais du coup, Origin, pour faire quand même un petit retour sur Origin, qui est un jeu que j'ai joué qui est assez récent du coup en plus et que j'ai pas mal poncé. Il reboot vraiment la série. C'est vraiment le premier pilier, pour rebooter cette série avec beaucoup de composantes RPG. Donc c'est très différent d'avant. Avant, on avait très peu d'RPG. Maintenant, on va avoir du stuff qu'on va looter sur les ennemis. On va avoir, donc de chaque pièce de stuff, d'armes. On va avoir un nouveau système d'arbres de compétences aussi qui va se rajouter avec plein de nouvelles compétences pour se battre. La formule va changer de combat. Le gameplay de combat va énormément changer. Ça va plus être un simple counter de avant, c'était juste, ça se basait sur du counter d'attaque. On counterait l'attaque de l'ennemi et on le tuait globalement. Là, maintenant, ça va être assez différent. Il va y avoir beaucoup de mécaniques d'esquive et on va plus one shot comme c'était le cas avant. En faisant un simple counter one shoté, maintenant, ça va dépendre de nos stats, du level de l'ennemi et voilà, de beaucoup de composantes. Donc, c'est ça qui va globalement, en grande partie, changer. Et ils vont remettre, du coup, une histoire principale avec ce personnage de Layla. Et donc là, ça va nous remettre un petit peu dans le bain, on va dire. On va toujours avoir des traces de Desmond laissées. Mais Layla va être vraiment le nouveau personnage principal. Donc on va faire à la suite Origin en Égypte, donc toujours le monde aussi bien transcrit. Ensuite, on va avoir Odyssée qui va se passer en Grèce et enfin le troisième Valhalla qui va se passer, du côté des Vikings et du côté, vikings anglo-saxons, à la période où les Vikings envahissaient, le Royaume-Uni, quoi. Et du coup, on va dans tous les 3 garder une même ligne directrice avec du coup de grosses composantes RPG. Et moi, ce qui m'a donc comme je vous l'ai dit un petit peu avant, si ce n'est le premier épisode où, certes, c'est les origines des assassins, mais globalement, c'est à la fin du jeu qu'on devient officiellement les assassins, donc tout au long du jeu, on n'est pas vraiment un assassin, on est plus un mercenaire. Dans Odyssey également, c'est pareil, on est même je dirais dans Odyssey, il y a aucune composante d'assassin, on est juste un mercenaire qui va, se trouver face, à une organisation qu'on va même plus nommer en tant que Templier. Avant, on nommait vraiment l'organisation Templier. Maintenant, ça va être une organisation un peu secrète, mais qu'on va pas nommer. Il y aura pas, on va pas la nommer en tant que tel Templier. Et du coup, même si ça reste sur le principe d'une organisation qui veut tout contrôler. Et nous, on va incarner juste un mercenaire, tout simplement, un mercenaire grec. Pareil, avec une quête propre à lui et non, pas vraiment de vengeance maintenant que j'y pense, mais voilà, une quête propre à lui. Et enfin, dans Valhalla, pareil, on aura une confrérie, enfin, on aura une espèce d'organisation secrète qui n'est pas nommée et on va avoir un viking qui, pour le coup, n'a strictement rien à voir avec les assassins. Il va rencontrer des assassins dans son périple sans donner trop d'infos, mais lui-même ne va jamais embrasser le credo des assassins. Donc, on commence vraiment à s'écarter vraiment de la mécanique qu'on avait d'avoir le credo des assassins et les templiers. Là, c'est des gens un peu pris entre les feux de feu, on va dire, en général et du coup qui vont, souvent, bah, être plutôt du côté des assassins, mais tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir et finalement les assassins deviennent un petit peu secondaires, je trouve personnellement et que ce soit dans l'histoire du présent où Leila, bah, elle a rien d'un assassin, hein, juste, elle est plutôt en cherche de réponses sur le monde qui l'entoure et sur les voilà, sur le monde et toutes ces histoires d'artefacts, toutes ces histoires d'artefacts. Donc on perd grandement, je trouve, dans cet arc-là de Leila, malgré toutes les composantes RPG qui, quand même, donne un nouveau souffle et donne une nouvelle vision. Donc moi, j'ai personnellement bien aimé ces 3 opus pour donner un petit peu mon avis, pour finir un petit peu sur mon avis ouais, je vais donner mon avis un peu global, mais surtout là sur la dernière trilogie qui est appréciable, mais on perd
la grande composante, moi qui me faisait kiffer d'une histoire, vraiment, d'un combat entre assassins et templiers et cette histoire un peu mystique, un peu divine, qui refait son apparition, donc ça j'appréciais aussi, avec, les espèces de déités, on ne sait pas trop d'où elles sortent, mais c'était un peuple ancien avant les humains. Elle revient au grand jour, mais on sait plus trop où ça va, il y a une espèce d'histoire de fin du monde, mais on la perd un petit peu, j'avoue. Mais avec tout ça, pour mettre un petit peu un point final à ma chronique, voilà, je vous ai expliqué mon avis tout au long de cette chronique. Mais avec tout ça, on a quand même au total 16 jeux. 16 jeux que j'ai donc moi-même décortiqués en 3 arcs, même s'il y a 2 arcs, qui sont, on va dire, entre guillemets «officiels». Avec tout ça, on a quelque chose d'assez grand, d'assez étendu, mais c'est vrai qu'on je vais ouvrir le débat dès maintenant, enfin, avec mes autres chroniqueurs. Mais est-ce qu'on n'aurait pas perdu, moi, de mon point de vue, on a perdu quelque chose au fur et à mesure de faire autant de jeux et en plus, ces jeux, je vous ai montré, il y a d'autres jeux dérivés, sur d'autres consoles portables. On a perdu cet esprit au début qui devait être vraiment un combat pour la liberté, enfin moi de mon point de vue, et on a perdu, vraiment une licence en fait, je trouve. Les 3 derniers jeux, c'est des mercenaires tout simplement. Donc on perd l'intérêt d'avoir Assassin's Creed et moi donc j'ouvre le débat dès maintenant. Est-ce que ça aurait pas été mieux, finalement, de nous faire une fin peut-être à donc même si elle est un peu bâclée, de nous préparer un opus qui met fin à Assassin's Creed en tant que tel et de démarrer peut-être une autre licence, même peut-être qu'on peut rester associé un petit peu à Assassin's Creed, mais vraiment dérivé, qui ne se focus plus sur les assassins et qui peut garder la mécanique de l'animus, donc la machine qui permet de retourner dans le temps et de vivre, ce que nos ancêtres ont vécu. De garder cette mécanique-là et d'aller sur d'autres terrains parce que moi je trouve que vraiment ça nous a perdus et maintenant l'histoire des assassins c'est plus si important que ça. C'est vraiment, des gens qui essayent de se démener. On peut même le comparer à se démener dans la société d'aujourd'hui où voilà, on perd vraiment le côté, on a une faction contre une autre. Maintenant, c'est plus des gens en général, le peuple, je dirais même, contre, des organisations qui essayent de contrôler le monde quoi, globalement. Voilà, moi j'ouvre le débat et avec le chat aussi également. Qu'est-ce que vous en pensez? Le peuple contre Macron. Bah, je trouve que ça Non, ça ressemble pas mal à ça maintenant, non, ouais. mais, Le c'est peuple contre le compliqué, gouvernement un petit peu, même si c'est pas un gouvernement à proprement parler, mais ouais. c'est compliqué, Mathieu, je sais pas si tu veux dire quelque chose, mais, Bah, le seul truc que je vais dire, c'est que forcément, on a perdu le fil. Avec autant de jeux, forcément que tu perds le fil à la longue. Genre, on l'a bien vu avec des films ou d'autres jeux à rallonge avec des suites de suites de suites à la longue, tu te perds. Et je suis plutôt assez d'accord sur le fait que, au vu de la nouvelle génération qu'il y a là avec Odyssey, Valhalla, etc., de pourquoi pas essayer de faire une autre licence hors Assassin's Creed, mais toujours avec cet univers un peu qu'ils ont pu créer avec ces trois jeux qui étaient un peu différents du reste. Voilà, en gros, mon Ton point de avis, vue, ouais, mais OK. ouais. Tu penses on quoi de pense quoi quoi? de quoi? On pense, quoi de, Assassin's Creed et du fait qu'il y ait autant de Du fait jeux que et que, non, surtout, il y ait pas eu la réponse, des premiers opus, et que est-ce en qu'on fait, pense qu'ils auraient pas dû finir plus tôt et peut-être démarrer une autre licence dérivée? Parce que maintenant les derniers jeux récents Assassin's Creed, c'est plus vraiment basé sur les assassins, enfin je trouve assez peu et on est plus sur, le peuple contre des Ouais. organisations, c'est plus vraiment ce qu'on avait avant, assassins contre templiers, c'est plus le cas en fait. C'est contre vraiment, l'extrême droite. non mais c'est vraiment ça, c'est le peuple qui se soulève contre des gens qui essayent de contrôler. Donc voilà, c'est ça vraiment la Ah, question. je pense que déjà le plus la chose entre guillemets «la plus voyante» en fait de nos jours, c'est que, les studios de jeux vidéo, ils font plus des jeux vidéo pour faire des jeux vidéo, ils font des jeux vidéo pour faire de l'argent. Alors certes, on va me dire que c'est quand même aussi le but de créer un produit, de créer, Après, ça dépend de matière. l'éditeur. Le problème en fait, c'est que on perd l'effervescence, d'une série très rapidement et je pense que très honnêtement, Assassin's Creed, et Ubisoft, ils ont voulu tellement, faire plaisir aux fans en mettant une suite, en faisant un autre opus, que très rapidement, on arrive à des jeux comme par exemple, heu,
Je sais plus les noms, mais par exemple, celui dont tu parlais avec le personnage principal qui s'appelle Arnaud à Paris, celui de la Révolution Unity. française, ou Unity. alors, celui, C'est une en vache à lait. Ouais, non, mais c'est Angleterre, ça. enfin, c'est qu'en fait, il y a un moment où, ils font plus ça pour faire plaisir aux fans, ils font ça parce que en fait, ils veulent justement aller au maximum pour dégoûter les fans et après dire genre: «Bon bah OK, vu que vous avez plus aimé cet opus-là et ben on arrête, on fait autre chose» et c'est comme ça en fait que les jeux Mais non, fonctionnent mais de c'est nos juste qu'ils jours, hein. continuent à vendre. Je pense qu'ils continuent à vendre, mais en fait, ce que je Et trouve très forcément qu'ils dommage, vont continuer à vendre parce que ce que je trouve très c'est dommage, c'est que ils avaient une histoire et ils se sont perdus. Ils ont perdu cette histoire au détriment juste de faire des jeux et dans des nouvelles époques. Et le scénario qui était vraiment intéressant, qui moi me faisait suivre au tout début vraiment assidûment les Assassin's Creed, on l'a perdu. Et maintenant on se retrouve avec une histoire qui est quand même très bancale. Ils ont fini l'arc, j'en parle très vite fait, ils ont fini l'arc Leila Hassan, donc là vraiment normalement on verra plus le personnage Leila Hassan en tant que protagoniste. Et du coup maintenant ils vont sûrement, j'imagine, en prendre un nouveau. On a un petit indice à la fin, sans spoiler évidemment, mais un petit indice sur qui pourrait prendre la suite, à la fin de Valhalla. Mais je veux dire, on passe de personnage en personnage et on fait des petits détours en fait, on fait des petits détours et comme l'a dit, très bien Elliot sur le chat, heu, on c'est une vache à lait en fait. Maintenant ils sont dans l'optique de le faire le plus de périodes possible et peut-être à un moment quand ils seront à bout, ils arrêteront, mais là il y a plus le scénario malheureusement il hype plus autant qu'il hypait au début. On le suivait un moi perso je le suivais un peu comme une série, comme, à chaque année je me disais: «Je veux la suite, je veux savoir ce qui va se passer avec Desmond» et cetera. bah, ça c'est le problème, dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, déjà le fait qu'il y ait pas eu la fin justement avec, Desmond et avec, Bah, il y a eu une fin, s Il y mais a une fin, ouais. ils l'ont ouais, pas mais ils l'ont la fin moi tué. je l'ai entendu pa enfin j'ai entendu parler de la fin, c'est pas une fin, hein, genre, Non, enfin je suis évidemment, désolé mais ils l'ont bâclé c'est et comme je t'ai dit, en ayant discuté, ils savaient pas où aller, en fait et ça, je trouve ça un petit peu grave de faire une histoire et quand en fait, tout simplement, ils ont écrit une histoire sans connaître la fin. Ils ont commencé une histoire, ils avaient pas la fin et à un moment, ils ont compris qu'ils n'arriveraient pas à faire une fin cohérente, alors ils ont fait ce qu'ils ont fait pour après, faire d'autres protagonistes, mais quand même faire survivre la série et ça, c'est un peu triste, je trouve. Côté Temple Assassin, cette guerre sans fin, ça manquait un truc. Ouais, donc on dit dans le chat que, on perd aussi ce côté Templier Assassin, que c'était une guerre sans fin. Bah ouais, parce que c'est Il ça le manque un truc de problème. malade pour finir ça, en fait. On avait une intrigue et ils l'ont pas fini. C'est ça leur C'est problème, ouais, c'est que non, vu c'est qu'ils sont pas finis qu'ils sont perdus, ils ont préféré cut avant de trop partir c'est en ça, couille à mon exactement. avis et que, bah, du coup, on reste sur notre fin. ouais, parce Mais que du coup ça, c'est à cause de quoi? Ça, c'est à cause du fait en c'est à fait cause qu'au bout d'eux. d'un En fait, moment c'est comme, c'est une cyberpunk, hein. Ils ont mais dû non, trop, c'est mal estimer leur histoire ou leur jeu où ils Et là, voulaient aller c'est comme et je au bout voulais du compte, ils ont préféré arrêter, en queue de bah, poisson avant que ça devienne trop n'importe quoi. le gros problème en fait, c'est que la licence et la série, Assassin's Creed, en fait, justement, prenaient tellement d'ampleur qu'ils ont très rapidement en fait sorti des jeux à la pelle et c'est là où pour le coup en fait, ils sont en fait c'est l'inverse en soi, parce que Elliot, tu me dis: «Same pour FIFA, elle va finir en Galactic Football de Windows Oh 21». ouais, Alors j'attends que ça moi. oui et bah, non, FIFA, il parce y a pas que d'histoire. FIFA, je trouve ça encore pire limite. C'est vraiment les non, parce Ouais. que c'est du alors marketing à l'état pur. C'est vraiment ça FIFA, c'est un autre débat, mais enfin, mais c'est un autre c'est débat des jeux qui évidemment. sont complètement différents dans le sens où économiquement parlant, FIFA, il y a plein de solutions qui pourraient être mises en place Oui, pour que ce pour, soit plus forcément que du fric et entre guillemets «que ce soit plus intéressant». Un peu comme Mais PES l'a fait cette à la année. différence, en fait, c'est que FIFA, c'est quelque chose qui prend des faits réels. C'est les joueurs de foot, c'est leur forme, c'est, s'ils sont très bons, on leur met une bonne carte, s'ils sont moins bons, on leur met une nouvelle carte. Enfin, ils gardent leur carte, enfin, blabli patata. Et moi, en fait, je pars du principe où, pour moi, ils ont voulu faire trop gros, trop tout d'un coup. Ils étaient en mode genre: «Ouais, Assassin's Creed, ça fonctionne à mort, on va pomper la licence à mort, blablabla». Et en fait, au final, on s'est retrouvé avec trop de jeux qui n'avaient plus aucun rapport. Et en fait, c'est pour ça que du coup, maintenant, la licence Assassin's Creed, en fait, elle est plus aussi cotée qu'avant. Avant, justement, à l'époque, avec Desmond, ou alors avec Ezio, ou même, il y a encore eu bon, bah, Assassin's Creed 3 avec Connor, ou encore potentiellement Black Flag, qui était Black potentiellement d'une Flag qui pour réussite. moi, ouais, était le dernier vraiment bon. C'est le dernier, enfin, Mmh. c'est les 2 derniers justement qui ont réussi à être un minimum, quelque chose d'intéressant. Après, voilà, le souci qu'on a, c'est qu'ils ont vraiment voulu jouer, en fait, sur un modèle économique à la FIFA ou à la NBA 2K, qui, en fait, sont des jeux qui, eux, peuvent être refaits tous les ans.
parce que c'est des jeux qui justement suivent une actualité. Assassin's Creed en soi, l'histoire et c'est le problème qu'on a, avec les studios de jeux vidéo, c'est que et c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'au lieu de faire un bon jeu tous les 5 ans, comme potentiellement pourrait le faire Blizzard, enfin comme le faisait Blizzard à une époque, en fait maintenant on va rusher pour en fait vendre le plus possible. En fait, voilà, ce qu'ils vont faire, c'est pour donner mon point de vue très rapidement, c'est tu prends le moins de temps possible pour, faire la moindre qualité possible, qui pourra potentiellement être le plus vendu. Et après les gens, ils vont se dire genre: «Ouais, mais au final, c'est la merde et tout». Mais derrière les studios de développement, ils ont en tête le fait que: «Vous inquiétez pas, ça on va rajouter, ça ceci, ça cela et tout». Et petit à petit, en fait, ils vont gagner du temps justement en rajoutant des DLC, en rajoutant, des mises à jour qui vont être faites petit à petit et tout. Mais en fait, c'est juste récupérer de l'argent pour continuer à développer des choses dont ils auraient pas eu le temps dont ils auraient pas eu le temps de faire au début, comme par exemple Cyberpunk, qui a pris trop de temps, patati patata. Moi, je pars juste du principe que Assassin's Creed, c'était une bonne série, qu'ils ont voulu trop rusher les choses et qu'au final, on s'est retrouvé avec des jeux comme justement, Unity, je crois qu'il y a, Assassin's Creed, c'est Unity qui est à Paris, il y en a un autre qui est Unity, il y en a Angleterre, je Syndicate à crois, Londres, Syndicate, ouais. qui a Syndicate, pas si bien, enfin, qui a été moins bien reçu. À mais partir de Unity, à partir de ils ont été Unity, moins bien c'était reçus pas parce très bien que reçu par la critique et à juste titre, hein, mais ouais, je pense qu'on peut le dire, hein, que Mais globalement, après, à force d'étirer des vaches des séries comme ça et d'avoir pas prévu un scénario qui allait, suivre, en fait, c'est ça, en fait, ça a été ça vraiment le problème, c'est que leur scénario n'était pas fait pour s'étendre sur, autant d'opus, bah, tous les opus qu'ils avaient mais prévus. si, techniquement, ils auraient pu. En fait, le seul truc, c'est qu'ils auraient dû mettre en place, une ligne conductrice qui et en fait, genre, avec cette ligne conductrice, en fait, tu ajoutes comme une frise chronologique, tu ajoutes un trait qui te Non, permet mais de dire: «OK, tel jeu, il peut se placer par rapport à ça ou ça» et le problème, c'est que moi je te dis la juste qu'ils seule ont pas frise fait, non, mais ça, je ils suis avaient pas d'accord. le scénario pour, en fait, et quand ils se sont rendus compte que, bah, là, ils allaient dans un mur, que leur scénario n'allait pas avoir de fin, ils ont fait la fin qu'ils ont fait pour Desmond et comme ça, ils ont fait entre guillemets une Ah, mais table rase et partir sur oui. d'autres choses. pour Mais moi, le le truc, c'est que scénario, il vu aurait qu'ils pu étaient être changé, hein. Dans le sens où, pour moi, en fait, le scénario, tu peux toujours réussir à accrocher, un bout de tel truc qui va justement sur l'histoire principale. Un personnage, mis en second plan, un autre assassin que tu aurais pu voir dans une autre ville ou je sais pas quoi et tout, bah, justement repartir sur le fait que c'était l'ancêtre, du prochain personnage, patati patata ouais, et mais en fait, le alors truc, du c'est qu'il y a un enfin, que voilà, comme l'a dit Kevin, en fait, dans le chat, Assassin's Creed, en fait, la force de jeu, c'est qu'il y a un potentiel infini, en fait, de l'histoire dans le sens où, enfin, en fait, tu peux rajouter et accrocher des trucs, à droite à gauche. Enfin, oui, mais c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais vu qu'ils étaient dans une dynamique d'un jeu par an, ils ont pas eu le temps, une fois qu'ils ont mis fin à Desmond, ils ont pas eu le temps de refaire un personnage et ils avaient pas de personnage sous la main, ah mais et ça, du je suis coup, d'accord. ils ont fait une trilogie où il y avait pas réellement de personnage principal et après, quand ils ont réétabli, voilà, un nouveau scénario, un nouveau truc, ils se sont remis dedans. Mais du coup, ça fait vraiment quelque chose de cassé et ça, c'est juste parce que leur rythme de production était, voilà, ils Ah avaient mais pas parce que trop le du choix coup, aussi. du coup, c'est de la faute de qui? Parce que du coup, en fait, on va dire que c'est enfin, au final, on va dire, on va pas dire que c'est la faute des devs, mais on va dire que c'est la faute d'Ubisoft et Ah oui, donc en mais c'est fait, la faute d'Ubisoft Mais totalement. Ubisoft, Ouais. c'est Assassin's Creed. Ah mais oui, mais Donc en fait, ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes tué leur propre jeu par le simple fait, en fait, que enfin, ils auraient dû, en fait, eux-mêmes, faire attention, à ah choyer entre oui, mais guillemets clairement, mais c'est juste ce aller, Ils ont diamant et mal en fait, ce estimé. diamant, ils l'ont trop taillé et au final, maintenant, le diamant, au lieu de faire genre C'est 150 devenu carrés, il en fait 10. poussière. C'est devenu de la merde, en fait. Parce que moi, genre, quand je vois les Assassin's Creed qui sont sortis et tout, après genre les récents Valhalla, sont ça bien m'a pas reçus, hein. mais ils Les sont bien récents reçus sont parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont réaugmenté le temps en fait de création du jeu, qui sont un peu plus posés sur le scénario qu'avant. Mais le truc en fait, c'est que pour moi, dès le départ, le scénario il était incroyable avec Assassin's Creed 1, 2, 3, et tout ce que tu veux. Et en fait, pour moi, ça a commencé à partir en couille à partir du 3, donc avec Connor aux États-Unis. Même s'il était bon, et même si ça allait et ben voilà, genre, ça commençait déjà à partir en cacahuète. Black Flag, en vrai, bon bah, je suis désolé, même si le jeu pour le coup est très cool parce que oui, tu as des batailles navales, tu as plein de trucs et tout. C'est très stylé, je dis pas le contraire. Tu perds en fait l'essence même de l'histoire, déjà de base. Donc en fait, déjà après le 3 potentiellement
ils auraient dû se dire: «OK les gars, on se pose, on prend le temps, on réfléchit à ce qu'on fait vraiment» et potentiellement repartir en fait sur un autre personnage un peu principal, comme Ezio et justement pousser le truc un peu plus loin ou faire en sorte que potentiellement en fait genre, qu'ils amènent du coup des personnages comme justement, ceux de Black Flag ou d'Unity ou de Syndicate, mais qui a un rapport avec le personnage de base en fait, hem qui a un rapport avec le personnage de base, avec, Tristement, tu veux dire. ouais, Mais bon, moi je pense qu'on peut qu'il y a une il y a une licence russe. C'était Je un sais spin-off, non? En ah Russie. bah, ouais, il y a Chronicles qui est en Russie. Enfin, ils ont fait Oui, ils ont plein fait d'autres régions, mais plein de petites régions, mais c'est du 2D tout ça, comme je l'ai dit. Mais je pense après on ils auraient peut peut-être pu développer cela plutôt. peut dire que globalement ils ont perdu l'essence et maintenant c'est des jeux d'action-aventure, mais c'est plus Assassin's Creed, je pense. En fait, ça, c'est un jeu d'action-aventure sous la licence Assassin's Creed. C'est ça, mais on peut plus vraiment le voir comme, Comme, oui, ce en qui a tant que fait, tel, comme ce qui a l'âge d'or d'Assassin's exactement, Creed. comme ce qui a fait l'âge d'or. Moi, je pense on peut dire Bon, on conclure pourrait sur conclure ça. sur ça, On ouais, pourra conclure sur ça. que L'âge d'or est passé maintenant, ouais, peut-être soit ils finiront, soit ils continueront de faire des jeux, qui étirent le scénario. mmh, mais plus, axé sur leur nouvelle génération, quoi. Ouais, OK, avec le bah, très bah, bien, donc voilà. on va clôturer sur ces belles paroles, cette petite, rétrospective, d'Assassin's Creed et on va tout de suite enchaîner avec l'actu, du sport avec Robin. coucou, ça fait c'est terrible. Du coup, Barcelone, si señor. Alors du coup aujourd'hui donc petit point sportif en fait, de la semaine, qui sera surtout basé sur le football, la NBA, parce qu'il y a pas trop d'actualité dans le reste, il y a de l'actualité dans d'autres sports, mais c'est vrai que je m'y connais pas assez pour pouvoir vous en parler de façon un minimum professionnelle. Donc du coup, en sport, déjà tout d'abord, en premier lieu, on va vous montrer le tableau de la 34e journée de la Ligue 1, qui apparaît tout de suite à votre écran. Donc comme vous pouvez le voir, on va faire un tour très rapidement. Marseille qui fait, une très belle victoire, contre Reims du coup. Donc 3-1 avec un carton rouge pour Reims. Donc, ce sont des équipes, faut pas non plus toutes les prendre en pitié parce que c'est Marseille bébé bien sûr, parce que ce sont des bonnes équipes de la Ligue 1, française, donc c'est plutôt intéressant. Donc Marseille en fait qui s'en sort bien, Paris aussi, Paris et Marseille qui font tous les 2 un 3-1, contre leurs opposants. Donc, belle journée pour Paris. On voit, un 4-1 pour Lorient et donc pour remettre dans la petite histoire, en fait, Bordeaux est en crise du coup, Bordeaux, qui est vraiment en pleine crise, en fait, parce que l'actionnaire principal, en fait, du club de Bordeaux a décidé de d'abandonner le club. Donc du coup, le club est en perte financière, énorme. Heu et c'est très compliqué pour eux, donc ils ont pris 4-1 contre Lorient, qui est l'un des derniers actuellement du classement, de la Ligue 1. Donc ça prouve en fait, l'état de santé du club bordelais. On retrouve Strasbourg-Nantes avec une victoire de Nantes 2-1. Let's go! Angers-Monaco, une victoire de Monaco 1-0, donc une petite victoire de la part, des Monégasques. Saint-Étienne-Brest 2-1, donc pour le Brest, donc pareil pour Saint-Étienne qui est aussi en assez grosse, crise en ce moment. 3-1 pour Nice contre Montpellier, 5-1 pour Rennes contre Dijon, donc Rennes qui carbure, en ce moment, depuis, quelques années maintenant en Ligue 1. Lens 2-1 ayant quand même pris un carton rouge, contre Nîmes et Lyon 3-2, qui a perdu contre Lille, qui du coup Lille est le premier du classement de la Ligue 1, après avoir subi 2 buts, lors de la première mi-temps face à Lyon et qui a remonté 3 buts en 45 minutes du coup, donc c'est quand même assez exceptionnel. Lille qui confirme sa place de leader et qui prouve que, il n'y a pas besoin d'être acheté par les Qataris pour s'en sortir. Du coup, le petit top 3 actuellement en fait de la Ligue 1, c'est, du coup Lille en première position avec, un peu plus de 70 points. Paris qui est juste derrière à quelques points, à 2-3 points je crois derrière, et Monaco 3e, donc c'est un podium on va dire, pas forcément récurrent. C'est vrai que Lille, est une très bonne équipe française, mais elle se retrouve pas tout le temps dans le top 1, enfin dans le top 3. Là actuellement
elle est première, donc on est très content pour les Lillois parce que le LOSC est une très bonne équipe et une équipe qui est, très emblématique, de l'Europe, en tout cas de la France pour l'Europe. Donc, on est très content pour eux. L'année prochaine, ils pourront potentiellement retenter leur chance en Ligue des Champions et on serait très content pour eux. Ensuite, on va retrouver sur la prochaine slide, devant vos yeux ébahis, le classement, enfin la journée, la 32e journée de la Liga, donc la ligue espagnole. Donc comme vous pouvez le voir, des matchs, très ennuyants pour la plupart, Elche Levante 1-0 pour le Elche, Valladolid, Cadix donc 1-1, donc match nul pour les 2 équipes. Valence Deporto, Alves donc 1-1. Donc Valence qui a aussi connu une crise en début d'année, qui fait un match nul, sachant qu'il y a eu un carton rouge pour le Deportivo Alavés, c'est compliqué pour eux d'encaisser une telle défaite. Le Real Madrid contre le Betis Séville, c'est un 0-0, donc le Real est mis en échec face à un adversaire assez fort que eux. Alors Nantes est classé en milieu de tableau, à peu près, je crois, 8, 9 ou 10e, j'ai plus exactement le tableau, mais Oh! Nantes s'en sort pas trop, trop mal si je me rappelle bien. Après, c'est vrai que le classement, je ne l'ai pas exactement épuré. J'ai surtout fait le top 3 de chaque ligue que vous allez pouvoir voir par la suite. Donc, Retafe qui s'en sort victorieux 2-0 contre Huesca, 2-1 pour le Barça contre le Villarreal. 2-1 pour le Celta Vigo contre Osasuna, 2-1 pour Séville contre Grenade. Donc Séville en fait qui confirme sa place dans le top 4 de la Liga, donc c'est un exploit vu que Séville comme Valence a connu un début de saison catastrophique avec énormément de problèmes financiers dus à la crise Covid. Donc ils sont en train de nous faire une superbe saison. On est très content pour eux parce que c'est un très bon club, Séville. L'Atlético Bilbao qui met en échec les opposants du Real Madrid, l'Atlético de Madrid du coup. Et enfin ce soir à 21h, Eibar contre le Real Sociedad pour terminer cette 32e journée pardon, pour la Liga. Le classement actuel de la Liga, on retrouve l'Atlético de Madrid à 73 points, le Real Madrid à 71 points et le Barça à 70 points avec une journée de retard pour le Barça qui peut potentiellement récupérer sa place de leader naturel, très bientôt. Il y a Naturel. je vois pas pourquoi vous rigolez. Mmh. En Serie A du coup, C'est nerveux. sur la prochaine slide, vous verrez le classement de la Serie A, donc la ligue italienne. Gênes du coup qui s'en sort 2-0 contre Spezia, donc à peu près normal sachant que c'est un club de série B qui est remonté l'année dernière. Parme contre Crotone, Parme qui se fait avoir contre, les montants, les champions de l'année dernière de la série B, donc Crotone, si je ne dis pas de bêtises, qui s'impose 4-3 face à un match assez laborieux pour les 2 équipes. 4-3, ça fait 7 buts en tout, c'est quand même beaucoup. Sassuolo du coup qui confirme sa victoire contre Sampdoria pardon, excusez-moi. 2 buts pour Benevent contre 4 contre Udinese. L'Inter qui confirme, une petite victoire contre l'Hellas Vérone. La Fiorentina qui fait barrage à la Juventus, heu, donc 1-1, donc c'est exceptionnel parce que la Juventus se retrouve presque, en bas du classement du top de l'Italie, sachant que ça faisait des années que la Juventus était leader naturel de la Serie A. Cagliari 3-2, donc Cagliari qui barre la route aussi de la Roma pour potentiellement une montée en Europa League ou en Ligue des Champions, même si c'est quand même assez compliqué et qu'il reste très peu de jours maintenant. L'Atalanta qui s'amuse contre Bologne, donc 5-0, sachant qu'il y a eu un carton rouge pour Bologne. Et enfin ce soir, donc du coup à l'heure à laquelle je vous parle, Torino contre Naples qui est en train de se jouer et la Lazio contre Milan, donc l'AC Milan, à 20h45 ce soir. Le top 3 actuellement, de cette, Serie A, on y retrouve l'Inter de Milan en fait qui est leader à 78 points si je dis pas de bêtises, donc ils sont vraiment, au sommet. L'Atalanta et Milan du coup qui confirment, leur entrée en Ligue des Champions s'ils continuent sur cette voie. Ensuite, comme vous pouvez le voir à l'écran, la Bundesliga. Donc en Bundes, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont dû rattraper des journées, beaucoup de clubs qui ont dû rattraper, suite, au au covid de début d'année ou alors à des matchs d'Europa League ou de Ligue des Champions. On y retrouve, très rapidement des matchs assez, à sens unique.
Hem, Cologne qui s'impose contre Augsbourg 3-2, Fribourg-Hoffenheim match nul, l'Union Berlin qui s'impose 3-1 contre le Werder Brême, 2-1, de Mainz contre le Bayern de Munich et donc du coup le Bayern de Munich, qui s'incline, à l'extérieur c'est vrai que le Bayern a l'habitude de parfois rater quelques petits matchs contre des petites équipes, on va dire de Bundes, mais sont toujours évidemment au rendez-vous lors des gros matchs. Leverkusen 3-1 contre l'Eintracht. Dortmund qui fait couler, le troisième du classement, donc 2-0, à le donc Wolfsburg qui est troisième e du classement et du coup qui coule à domicile. Leipzig qui s'impose contre Stuttgart facilement 2-0 et Mönchengladbach que je prononce sûrement très, très mal, qui s'impose 5-0, contre l'un des petits promus de la Bundesliga B et donc du coup, un peu traumatisé et du coup, lundi et jeudi, vous retrouverez des matchs, d'anciennes journées qui sont du coup rattrapés pour l'Hertha Berlin. Ensuite, on du coup, le top 3 comme vous le connaissez, c'est le Bayern de Munich en premier qui, du coup, évidemment, s'impose en tant que leader naturel de la Bundesliga avec 71 points. Leipzig juste derrière, du coup, qui est le petit nouveau, petit qatari nouveau, en fait, en Allemagne, depuis quelques années et enfin Wolfsburg, du coup, qui est un peu la surprise, sachant qu'on retrouverait plus des équipes comme, Leverkusen, Dortmund, à leur place. Voilà. Ensuite, du coup, pour terminer sur le football, on retrouve évidemment, la ligue la plus compliquée, d'Europe qui est la Première Ligue, comme vous le voyez à vos écrans, mesdames et messieurs. Donc Chelsea-Brighton, un petit 0-0, difficulté pour Chelsea. Tottenham 2-1 contre Southampton, qui confirme évidemment, son niveau, actuel en ce moment qui est très bon. En 32e journée, du coup, on retrouve du Aston Villa, Manchester City qui ont tous les 2 pris un carton rouge, mais Manchester City qui s'impose évidemment en tant que leader naturel ces dernières années, de la Première Ligue. Leicester 3-0 contre WBA, je me rappelle plus du nom, c'est une équipe qui est montée du coup et qui a un prénom très, très compliqué. Arsenal, encore une fois, qui coule, au fond du trou contre Everton 1-0. Liverpool, match nul, qui font une saison catastrophique. Sheffield qui s'impose contre Brighton. Chelsea qui s'impose aussi, sans trop de difficultés contre West Ham. Burnley qui s'amuse contre les Wolves 4-0. Match nul entre Manchester United et Leeds. Rematch nul entre Aston Villa et WBA. Et enfin, ce soir à 21h, vous pouvez retrouver Leicester contre Crystal Palace, qui est du coup un très gros match que beaucoup de gens attendent. Et enfin, du coup, en première ligue, le top 3, on y retrouve Manchester City en première place, Manchester United en deuxième et Leicester en troisième. Ils sont pour l'instant tous les trois qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc ensuite, on va discuter un petit peu de NBA parce qu'on sait qu'on a des fans de NBA dans la salle avec nous ce soir. Présent. Donc, en conférence Est, ça change pas beaucoup de la semaine dernière, comme Fabien vous l'avait expliqué. On retrouve toujours les Nets, les Sixers et les Bucks dans le top 3, qui confirment leur avance avec évidemment beaucoup plus de victoires que de défaites. On a l'habitude en fait de voir ces équipes au classement, même si les Nets cette année se sont rachetés une très belle équipe et du coup on est très content pour eux que ça remonte un petit peu. Évidemment, de l'autre côté, on y retrouve malheureusement d'autres équipes comme, les Cavaliers, les Magics ou les Pistons qui, font un début de saison très compliqué et petite anecdote, les Pistons sont sûrement la pire équipe à choisir dans NBA 2K, 2020 je crois, 21, 21, 21, 21, 2021. 21. 21, 21. Si vous décidez d'acheter NBA 2K 2021, ne commencez pas chez les Détroits, c'est une horreur. Du À coup, moins d'être un PGM dès le début, hein, voilà, parce que à moins d'être un PGM de NBA 2K évidemment, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. De l'autre côté, on retrouve la NBA du coup, conférence Ouest. Donc du côté Ouest, on vous met ça tout de suite, en régie. Donc du coup, vous pourrez le voir, on y retrouve les Jazz, les Suns et les Clippers du coup qui confirment leur avance avec très, très peu de défaites et beaucoup de victoires. C'est un ratio, victoire-défaite qui est quand même, assez impressionnant. Hem, Évidemment, on y retrouve d'autres équipes qui ont un peu plus de mal cette année, comme par exemple les Nuggets ou les Lakers ou par exemple les Spurs ou les Warriors qui sont vraiment très, très bas dans le classement. Et évidemment de l'autre côté, donc je crois qu'on dit en lanterne rouge, je suis pas extrêmement sûr de ça. On y retrouve les Thunder qui du coup
ont, un début de saison très compliqué, les Timberwolves, pareil et enfin les Rockets qui malheureusement n'arriveront pas à s'en sortir. Donc du coup, après avoir discuté de toutes ces petites informations, on va rediscuter un petit peu de la Super League. Donc, la Super League est un petit peu compliqué parce que la Super League, en fait, du coup, maintenant, c'est un projet qu'on dit mort-né. On a vu beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur, du coup, la Super League, comme quoi, beaucoup de clubs anglais étaient partis, de la Super League. Donc, du coup, tous les clubs anglais sont partis, que, beaucoup de clubs italiens sont partis aussi. Que, les clubs comme le PSG, le Bayern ne souhaitaient pas rentrer car c'était contraire à l'UEFA. Voilà, donc c'est assez compliqué. On en a discuté la semaine dernière. Voilà, la première ligue, c'est un peu enfin la première ligue, la Super League, c'est un peu compliqué parce que, bah, tout simplement, c'est un sujet, touchy par le fait que on veut quand même, entre guillemets, «mettre la pression» à l'UEFA. Mais derrière, en fait, ça pose problème pour les clubs parce que, voilà, il y a des sanctions qui veulent être mises en place, des sanctions financières, des sanctions, dans le jeu et donc du coup, on n'est pas du tout prêt et donc voilà, la seule très grosse information qu'il faut retenir, en fait, de nos jours maintenant sur la Super League, c'est que le projet est un projet mort-né, que, il n'y aura pas forcément de suite pour l'instant de la Super League et du coup, pour vous montrer un petit truc un peu marrant qu'on a retrouvé sur la Super League, que vous pourrez voir très bientôt à votre écran, ce sont les les maillots, que les clubs de Première Ligue, en fait, avaient fait faire, par, je ne sais plus exactement quel, Bah, New Era. Oh. je sais pas si c'est New Era, mais en tout cas, il y a marqué New Era dessus. Merci Mathieu. Où justement on y voit en fait les potentiels maillots que les clubs anglais auraient dû porter lors de cette, Super League et pour la petite anecdote, si ces maillots vous les trouvez beaux, ce qui n'est pas Pas forcément mon ouf, cas, pas ouf. vous pourrez les trouver sur, les sites de tous les clubs, donc Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Chelsea et Arsenal. Vous pourrez les retrouver à hauteur de 2 €, car chaque club a un stock de 70 000 maillots à écouler, qu'ils comptaient vendre à un prix de 29 pounds, donc 35 € et du coup, vu que le projet ne verra pour l'instant pas le jour, ces clubs-là doivent, écouler leur stock car ça leur fait évidemment beaucoup de, ça leur fait évidemment beaucoup ça leur fait en fait du malheureusement du contenu en fait, qui n'est enfin ça leur fait en fait du stock qui doit être très rapidement écoulé et bah, tout simplement voilà le stock en fait est mis à bas prix pour virer, heu, du coup tous ces maillots qui ne serviront plus à rien, en tout cas pour, les clubs actuellement et donc on est, bien content en fait, de potentiellement pouvoir, se les acheter. Même si on va pas se mentir, ils sont très moches et que bon, bah, peut-être qu'à 2 € j'en achèterais peut-être bien un ou 2 pour, potentiellement en fait, pouvoir, aller faire des matchs de foot dans de la boue et ensuite jeter le maillot comme si c'était, un vulgaire Kleenex et que du coup, à ce prix-là, on va pas se mentir, c'est pas si cher que ça. Du coup, est-ce que vous trouvez que les maillots sont beaux? Est-ce que si vous trouvez que les maillots sont beaux, est-ce que vous en achèteriez un? Est-ce que, voilà, j'ai pas Bah, forcément trop de questions à vous poser en cette fin de review sportif parce qu'en fait, les maillots sont pas très beaux, que les maillots à 2 € comme on nous le dit dans le chat, en fait, il faudrait autant les donner à des gens qui sont défavorisés, voire potentiellement les envoyer en Afrique. Eux, ça leur ferait toujours plaisir mmh et bon voilà, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Déjà, on me signale qu'on a un problème avec l'OBS Ninja, donc on sera plus en visuel, donc on va rester sur ces magnifiques maillots, ou pas d'ailleurs, mais franchement pas ouf les maillots, mais pour 2 € en vrai, tu en achètes quelques-uns et puis dans quelques années tu les revends. Je suis pas Moi c'est sûr que ça un je suis bah pas non, sûr mais que ça tu te prenne dis, de la Je valeur. suis pas sûr que ça se tonque ça. non, mais je pense qu'au pire, allez, dans 15-20 ans peut-être, tu te dis: «Bah voilà, j'ai réussi à choper un maillot de la Super League, enfin de l'European Super League et alors que maintenant il y en a plus, c'est une denrée rare», tu vois? Dans le Bon chat, on franchement nous c'est un dit dans le chat, on nous dit: «Il y a plein d'équipes de foot dans des pays en développement qui ont besoin de maillots vraiment, autant les donner, c'est honteux de les vendre même à un prix aussi bas».
Ah, mais ouais, en vrai, c'est vrai aussi, hein. Mais bon, après, bon, ils veulent peut-être pas que sur leur maillot soit marqué Arsenal ou Liverpool, quoi. Tu plus de succès avec les collections Lidl. Mais en vrai, on trash talk la collection Lidl, mais non, mais pas que je suis fan de la collection ou quoi, mais genre quand ils ont fait les chaussures et les tongs Bah, et ça s'est cetera et ça genre s'est ça s'est vendu à vendu des prix comme d'or, hein. des ouf, hein. Genre sur Ça eBay, s'est tu vendu pouvais à en des prix d'or acheter de genre, fou. à un prix d'un SMIC et tout, enfin c'était un truc de ouf. Quand même quand ils avaient sorti leurs écouteurs, ils avaient fait des écouteurs Bluetooth, Lidl, c'était parti comme des petits pains, hein. Ouais, Mais c'était ouais, de un ouf, un carton. vrai carton, hein. Et pourtant on est tous là à trash talk Lidl, donc c'est pas ouf, mais eux, c'est les rois du marketing en vrai, hein. Pareil avec leur histoire de Mmh, PS4, hein. les rois du marketing, je suis Ouais, pas bon, c'est sûr, peut-être un peu mais un je peu pense faible. qu'en vrai, ils s'en sont très bien sortis en termes de com et en termes de produits, on va dire. C'est vrai qu'ils ont trouvé des produits très sympathiques à «vendre» entre guillemets et qu'après il y a aussi eu une énorme hype sur le fait que bon, les chaussures ressemblaient beaucoup à des Nike ou des Adidas et que du coup, Ouais, ils voilà, ont joué c'est un petit peu sur ça. Mais bon, mais justement mieux vaut y faire un business là-dessus que sur des maillots chum à la race, autant les filer à des petits clubs amateurs. ouais, c'est Bah, sûr ça aussi, après ouais. clairement, hein, mais après malheureusement, les clubs ont quand même dépensé de l'argent, dans justement la confection de nouveaux maillots, qu'il y a des stocks, que cela leur a coûté de l'argent et que, je peux comprendre sans forcément être complètement d'accord avec eux, qui veulent récupérer un retour sur investissement par le simple fait que, voilà, ils ont dépensé tant d'argent dans des maillots, heu, ils veulent quand même récupérer une certaine partie. Après, on sait combien gagnent les clubs, oui, après voilà, enfin, si on part entre guillemets sur ce point de vue-là, on peut repartir en fait sur le débat simplement de la Super League où justement tout le monde trouve que c'est honteux, mais où en fait la moitié des droits TV qui du coup représentent le club, donc c'est quand même un droit à l'image, hein, que l'UEFA récupère et tout. Il y a plus de 55 de du chiffre d'affaires qui reviennent au club alors qu'en fait l'UEFA la seule chose qu'ils font c'est approuver en fait, et potentiellement organiser, certaines compétitions qui au final, sont catastrophiques et font des choix, terribles quoi. Donc est-ce que après par la suite, les clubs gagnent tant d'argent que ça comparé à d'autres organismes comme l'UEFA qui potentiellement pourraient donner plus d'argent en fait à des ligues amateurs justement dans des pays, asiatiques ou africains ou sud-américains? Alors que pourtant, c'est là entre guillemets où, c'est là où ils en ont le plus besoin plutôt que de payer des gens à 5 millions d'euros le mois, qui sont dans des bureaux, remplis de chaînes, enfin remplis, de bois massif, à des prix exorbitants et que ces gens-là ne font rien et font n'importe quoi, pour, le monde du football de nos jours. Donc bon, tout est question encore une fois d'éthique et voilà c'est sûr que c'est peut-être beaucoup trop d'argent que l'argent récupère, mais bon. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement, il y a des petits soucis, Ah techniques, oui, j'ai Ouais. loupé les On a des petits au problèmes, niveau au dans les niveau des studios, caméras et du coup, mais voilà, je laisse le mot de la fin après ce magnifique débat de la Super League à notre ami Misto. bah, vu qu'on est un petit peu en PLS, je pe on va se laisser là-dessus. Et de toute façon, on a fait le tour de toutes nos chroniques du jour. Donc, je propose qu'on se donne rendez-vous, la semaine prochaine pour un nouveau, numéro de Neos News et puis, mais ne quittez surtout pas, d'ailleurs, les chaînes de Neos News, car, tout de suite, il y aura de la squad Apex avec notamment Super Rob et Isesmo. Donc, pour le mot de la Et fin, Arnaud. et Arnaud, pardon, et Arnaud. J'étais pas au courant, dans mes fiches, je n'avais pas cette information, mais, mais du coup, on se dit à bientôt sur Neos et puis, à la semaine prochaine. Encore merci à tous, à la semaine prochaine. Ah, c'est pas